Qu'est-ce donc que la Ve République? Pour poser ce problème, évidemment, il ne faut sans doute pas hésiter à revenir sur la personnalité du général de Gaulle. Cette personnalité est sans doute directement liée à la constitution de la Ve République, même si, en réalité, les travaux qui ont permis à un moment donné dans l'histoire de France de mettre en œuvre la constitution dite de la Ve République remontent pour l'essentiel aux années 30 et n'ont aucun rapport avec le général de Gaulle lui-même. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui dans le fonctionnement même de la constitution de la Ve République, c'est qu'il est tout à fait facile de s'engager dans des guerres pour lesquelles le peuple n'aura pas eu à se prononcer, ni même les parlementaires. Nous venons de voir cela à travers l'intervention française au Mali, voulue par François Hollande, comme précédemment pour la Libye, nous avons vu Nicolas Sarkozy lancer la France dans une guerre qui aura fait quelques dizaines de milliers de morts, alors même que son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, était hors circuit. Et comme chacun a pu le voir, cette guerre a été, pourrait-on dire, en réalité, voulue et déclenchée par M. Bernard-Henri Lévy. Ainsi donc, les institutions mêmes de la Ve République permettent ce genre de phénomène. Nous n'avons pas vu vraiment l'impact possible sur la population française, puisque ces guerres de caractère éminemment colonial ne nous ont pas contraints à faire nous-mêmes la guerre, pourrait-on dire. Elle est restée une affaire de professionnels. Mais nous comprenons bien que la Ve République a été conçue de façon à permettre au président d'agir comme le faisaient autrefois les monarques absolus. Il nous faut poser la question des rapports que le général de Gaulle entretenait lui-même avec la guerre. Et cette question en implique une autre d'une certaine façon, ce serait, et de Gaulle, combien de morts? Effectivement, la question se pose de savoir ce qu'était pour le général de Gaulle la mort d'un homme, d'un millier d'hommes, d'une centaine ou de quelques centaines de milliers d'hommes. Nous trouvons une première réponse dans une lettre que le général de Gaulle, qui n'est encore que le lieutenant Charles de Gaulle, adresse à sa mère le 27 décembre 1914. Je cite: « Cela m'a pourtant fait quelque peine de quitter ma 7e compagnie. Je ne l'avais commandée que dans les tranchées, mais elle m'y avait pleinement satisfait. En 2 mois déjà, elle avait perdu sous mes ordres 27 tués et blessés, ce qui n'avait rien d'excessif. » Nous retrouvons de Gaulle, capitaine, le 20 février 1915. C'est le grand effort de libération du territoire français que le premier corps a l'honneur de commencer,
les pertes importent peu si le résultat est acquis. Ensuite, d'une façon peut-être plus large, nous pouvons évoquer des propos qui cette fois-ci n'ont plus un caractère privé, puisque ce que je vais vous citer là se trouve dans un livre publié par le général de Gaulle en 1938, « La France et son armée ». Voici d'abord une phrase finalement essentielle pour l'histoire d'aujourd'hui, de ce qui peut se passer un jour. Je cite: « La France fut faite à coups d'épée. Nos pères entrèrent dans l'histoire avec le glaive de Brennus. Ce sont les armes romaines qui leur portèrent la civilisation. » Ensuite, dans le cœur même de cet ouvrage, qui est donc écrit à un moment donné de la vie du général de Gaulle, où tout de même il a 48 ans, c'est un homme qui connaît la guerre pour avoir participé directement à celle de 14-18, même s'il a été fait prisonnier relativement tôt. Ce n'est pas un enfant. Voici. Grandir sa force à la mesure de ses desseins, ne pas attendre du hasard ni des formules ce qu'on néglige de préparer, proportionner l'enjeu et les moyens, l'action des peuples comme celle des individus est soumise à ces froides règles. Et puis ensuite, une illustration. Je cite le général de Gaulle. Napoléon a laissé la France écrasée, envahie, vidée de sang et de courage, plus petite qu'il ne l'avait prise, condamnée à de mauvaises frontières dont le vice n'est point redressé, exposée à la méfiance de l'Europe dont, après plus d'un siècle, elle porte encore le poids. Mais, faut-il compter pour rien l'incroyable prestige dont il entoura nos armes, la conscience donnée une fois pour toutes à la nation de ses incroyables aptitudes guerrières, le renom de puissance qu'en recueillit la patrie et dont l'écho se répercute encore. Napoléon a épuisé la bonne volonté des Français, fait abus de leurs sacrifices, couvert l'Europe de tombes, de cendres et de larmes. Pourtant, ceux-là même qu'il fit tant souffrir, les soldats, lui furent les plus fidèles, et de nos jours encore, malgré le temps écoulé, les sentiments différents, les deuils nouveaux des foules, venus de tous les points du monde, rendent hommage à son souvenir et s'abandonnent près de son tombeau au frisson de la grandeur, tragique revanche de la mesure, juste courroux de la raison, mais prestige surhumain du génie et merveilleuse vertu des armes. Nous sommes en 1938, avec à nos frontières le dénommé Adolf Hitler. Chose extravagante, chose tout bonnement terrible. Charles de Gaulle est très directement impliqué dans les violences finalement mises en œuvre par le dénommé Adolf Hitler. Cela se montre
dans un ouvrage que le général de Gaulle va publier. Enfin, encore n'est-il à ce moment-là que lieutenant-colonel, en 1934. Ce livre a été quelquefois évoqué comme un ouvrage de technicien de l'armée. Ce n'est pas cela du tout, si du moins on voit dans l'armée un instrument simplement technique. Le général de Gaulle d'aujourd'hui ne paraît plus être très lié à ce que manifeste le livre Vers l'armée de métier. Et pourtant, c'est bien le même homme, et ce sont les mêmes exigences de guerre qui font de la Ve République un outil tout à fait spécial. Mais voyons ce qu'a été la suite de cette publication en 1934 de Vers l'armée de métier. Il faut ici se tourner vers le témoignage du gendre du général de Gaulle, Alain de Boissieu, qui écrit à propos de ce dont il a été témoin le 6 mai 1945 à Berchtesgaden, dans le nid d'aigle d'Adolf Hitler, où les Alliés venaient de pénétrer. Je cite Alain de Boissieu. « Je pénétrai avec l'autorisation des Américains qui en assuraient la garde depuis le matin 0h dans une pièce où se trouvait une partie de la bibliothèque privée d'Hitler. Compulsant quelques livres, j'eus la satisfaction de trouver un lot de volumes sur la tactique, la stratégie, l'emploi des armes, et tout à coup, je vis une couverture que je connaissais bien, celle du livre du lieutenant-colonel de Gaulle, Vers l'armée de métier, traduit en allemand. Je parcourais fiévreusement les pages et j'y découvrais avec étonnement des annotations qui étaient incontestablement de la main d'Hitler, puis une note sur l'auteur en allemand que je mis dans ma poche. Cependant, Alain de Boissieu doit nous dire que cette pièce à conviction a disparu puisque, je cite, « Aussitôt un sous-officier américain s'avança et, prenant le livre, le jeta sur le brasier qui servait à réchauffer la garde. » Évidemment, il est difficile de savoir si Alain de Boissieu a simplement rêvé ou si cette réalité en est une. Elle ne paraît pas excessivement vraisemblable, cette façon de prendre la chose. Elle ne nous prouve rien, mais elle nous dit que pour un homme comme Alain de Boissieu, qui n'y voyait rien de mal, Hitler avait pu prendre quelques leçons auprès du général de Gaulle à travers Vers l'armée de métier. Évidemment, il faut prendre les choses autrement. L'histoire montre que dès le début de 1935, Hitler avait fait traduire non pas la totalité du livre, mais les extraits qui lui paraissaient les plus importants. Et ensuite, ces extraits ont été étudiés par les divers états-majors allemands. Ce qui est très important à noter, c'est qu'à ce moment, en 1934, Hitler apparaît comme un joyeux drille au milieu des généraux qui ne le prennent vraiment pas au sérieux sur les questions militaires. Il a pris le pouvoir, il est devenu chancelier au début de l'année 1933,
Mais à ce moment, en 1934, du point de vue militaire, il n'est toujours qu'un caporal de la guerre de 14-18. Et donc pour ces généraux, il s'agit tout simplement d'un plaisantin. La suite va exiger que Hitler prenne lui-même des décisions à caractère militaire, et donc la découverte qu'il fait à ce moment-là, en fin 1934, début 1935, d'un livre publié par un lieutenant-colonel de l'armée française, va devenir un élément tout à fait essentiel pour lui, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire à ses généraux, si vous ne prenez pas garde à ce que l'armée française prépare peut-être à travers un personnage comme De Gaulle, vous allez perdre des chances vraiment essentielles pour l'Allemagne de redevenir ce Reich qui nous fait tous rêver. Imagine Hitler. Voyez, ce qui s'est passé se trouve tout de même dans des documents allemands. Et c'est d'ailleurs le général de Gaulle, qui à ce moment-là n'est encore que colonel, qui va pouvoir écrire avec une certaine joie le 27 février 1938 à Paul Reynaud, qui va bientôt être le président du Conseil, ceci. En parcourant cet article du général Guderian, publié dans la revue allemande Militär Wochenblatt d'octobre 1936, donc en parcourant cet article, vous pourrez discerner quel peut être mon état d'esprit à moi qui vois l'ennemi réaliser intégralement, jusque dans le détail, en invoquant mon propre patronage, les conceptions que j'ai en 1933 offertes à l'armée française pour servir à sa foi, à sa force, à sa gloire, tandis que dans mon pays l'obstination du conformisme barre par tous les moyens la route de la réforme. Eh bien, pourrait-on dire, malheur à la France, puisque n'ayant pas suivi la voie que lui indiquait si obligeamment le lieutenant-colonel de Gaulle, elle n'aura pas eu. Que n'aura-t-elle pas eu? Sont-ce les victoires allemandes qu'on jalouse? Est-ce la fin terrible d'Hitler que l'on oublie? Or, Vers l'armée métier n'est nullement un ouvrage de technique militaire. Le général de Gaulle, comme par hasard, a totalement oublié le rôle de l'aviation, dont on sait qu'en agissant en synergie avec les troupes au sol, elle a assuré les premières victoires allemandes. Sans les avions, qu'auraient été ces attaques-là? Quasiment rien. Donc, De Gaulle, c'est autre chose. Il faudra bien lire Vers l'armée de métier pour y trouver ceci. Du jour où sera créée une force faite d'hommes de chez nous, mais professionnels, et par là disposés aux campagnes lointaines, soustraites au marché électoral et faisant voir de temps en temps dans des régions bien choisies quelques-unes de ces belles troupes, nous serons assez bien parés contre des événements fâcheux pour les rendre du coup moins probables. Finalement, aujourd'hui, nous savons de quoi le général de Gaulle parle. Continuons. Rien ne doit peser aux troupes de carrière de ce qui rend l'arrachement douloureux. Habitude, intérêt, lien de famille. Ainsi donc, faudrait-il ne compter que sur des célibataires? Évidemment, nous sommes très éloignés de la notion du citoyen soldat
qui est là pour défendre son pays. Effectivement, le guerrier de Charles de Gaulle est tout autre chose. Continuons. Je cite. « D'abord, c'est au goût des belles mécaniques que le service dans les troupes de métier offrira pleine satisfaction. Cela seul, qu'on en soit certain, attirera les volontaires. D'ailleurs, l'instruction des troupes, il n'est que d'y appliquer la flamme de l'esprit sportif, qu'on mette à profit la volonté de force et d'adresse prodiguée sur tant de stades, le goût de dépasser les autres dont s'enivre la jeunesse, la renommée que l'opinion dispense aux champions, bref, l'immense dépense d'énergie et d'orgueil consentie par notre siècle en faveur de l'effort physique et de la compétition. Ainsi donc, voilà la fine équipe que nous propose d'engager le général de Gaulle, alors toujours lieutenant-colonel, je cite, « Messieurs les maîtres, bien vêtus et nourris, insouciants célibataires, enviés, pourtant de volants, cylindres, antennes, télémètres, dont ils auront à se servir, parcourant la campagne d'avril à novembre, et tout en manœuvrant, faisant leur tour de France, se recruteront aisément. » Je vais m'en tenir là, même si j'aurais aimé pouvoir donner encore d'autres extraits. Je veux simplement que l'on imagine ce qu'a pu produire la lecture sur un personnage comme Hitler de ce genre de document. Car il y a aussi cette doctrine invraisemblable du chef. Et là, je crois qu'il faut y venir et s'y tenir. Lisons vers l'armée de métier. Pour que naisse demain l'armée de métier, pour que lui soit donnée la matière et l'esprit nouveau sans lesquels elle ne serait qu'une décevante velléité, il faut qu'un maître apparaisse, indépendant en ses jugements, irrécusable dans ses ordres, crédité par l'opinion, serviteur du seul État, dépouillé de préjugés, dédaigneux de clientèle, commis, enfermé dans sa tâche, pénétré de longs desseins, au fait des gens et des choses du ressort, chef faisant corps avec l'armée, dévoué à ceux qu'il commande, avide d'être responsable, homme assez fort pour s'imposer, assez habile pour séduire, assez grand pour une grande œuvre. Tel sera le ministre, soldat ou politique à qui la patrie devra l'économie prochaine de sa force. Sait-on que c'est très exactement ce qui est au cœur de la Constitution de 1958, améliorée en 1962, moment où nous allons passer à l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui, mais peut-être De Gaulle n'était-il qu'un théoricien, c'est-à-dire qu'un personnage finalement par lui-même tout ce qu'il y a de plus pacifique et qui n'aurait pas lui-même directement mis les doigts dans le sang. L'histoire montre que c'est tout autre chose, malheureusement. Et que si une certaine voie a été ouverte devant Hitler, qui en a usé et abusé, De Gaulle n'est pas tout à fait
en reste. Voici comment les choses vont se passer à partir du moment où le général de Gaulle aura un certain pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que nous allons le retrouver à travers la personne du général Catroux, qu'il a désigné comme responsable du rôle de la France libre en Afrique, et plus particulièrement au Liban. Au Liban et en Syrie. Voici le témoignage que nous apporte le général Catroux. Il nous explique ce qu'il a eu à réaliser sous les ordres du général de Gaulle, qui à ce moment-là s'efforce de rallier autant de territoires que possible à son action à travers la France libre. Voilà donc que le 8 juin 1941, Catroux, sous les ordres du général de Gaulle, fait projeter par avion plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires d'un tract agissant ainsi, comme il l'écrit: « J'abolis le mandat qui avait permis jusqu'alors à la France d'avoir des responsabilités tutélaires relativement à la Syrie et au Liban, et je proclame Syrie et Liban, nous dit le général Catroux, libres et indépendants. » Dans ce tract, on trouve ceci: « Vous êtes donc désormais des peuples souverains et indépendants, et vous pourrez soit vous constituer en deux États distincts, soit vous rassembler en un seul État. » Voilà pour la situation en 1941. Voilà une façon pour le général de Gaulle, à travers le général Catroux, d'obtenir le ralliement à sa cause de ces pays. Mais 2 ans plus tard, en 1943, le général Catroux se voit dans la situation de prendre de nouvelles mesures. Il s'agit cette fois du Liban, et voici les arrêtés pris par les autorités françaises. Le premier, je cite: « Portant au Liban suspension de la Constitution, dissolution de la Chambre des députés et organisation à titre provisoire des pouvoirs exécutifs et législatifs. » Écoutons le témoignage du général Catroux. Je cite: « Ces arrêtés furent affichés le 11 novembre à 5 heures du matin à l'entrée du Grand Sérail de Beyrouth. Quelques heures plus tôt dans la nuit, le délégué général avait fait arrêter à leur domicile et conduire à la forteresse de Rachaya, dans la Bekaa, M. Béchara Kouri, président de la République, Riyad Sol, président du Conseil, Camille Chamoun, Selim Takla, Adel Osseram, ministre, et Abdul Hamid Keram, député. Catroux commente: la suspension du régime constitutionnel et l'emprisonnement brutal du gouvernement
ont été ressentis comme une offense à la dignité nationale et un signe de la décadence de la France. Nous sommes en 1943 et voilà que le sang coule à la suite des mesures prises par la France. Évidemment, les nationalistes libanais, pourrait-on dire, se révoltent. La troupe française tire. Pour ce jour-là, on décomptera 13 tués et 32 blessés. Deux ans plus tard, en 1945, des phénomènes comparables se produiront en Syrie, c'est-à-dire que là encore, le général de Gaulle va utiliser les armes. Et puis, ce sera l'Algérie. Je ne m'étendrai pas sur ces questions-là. Simplement, nous devons tous savoir que le 8 mai 1945 n'a évidemment pas la même réputation en France et en Algérie. En Algérie, il y a eu les interventions ce jour-là, en particulier à Sétif et à Guelma, interventions qui ressemblent, pour leur motivation, finalement, pourrait-on dire, à ce qui s'est passé en Syrie et au Liban, avec cette nuance extraordinaire qu'en Algérie, nous sommes en présence de 2 départements français. Et donc, ce jour du 8 mai 1945, la France se saigne elle-même grâce au général de Gaulle. L'évaluation des morts, selon les sources, vont de quelques milliers à quelques dizaines de milliers. Ce qui est essentiel dans ce cas, c'est de bien voir que la responsabilité du général de Gaulle est très personnelle, c'est-à-dire que la décision vient de lui tout seul. Mais il en est une autre qui vient de lui tout seul et qui devait conduire à des choses bien plus graves. Effectivement, le général de Gaulle est l'homme qui a, à titre tout à fait personnel, engagé la France dans la guerre d'Indochine. L'Indochine, certes, avait été une colonie française, et puis la Seconde Guerre mondiale a permis aux Japonais d'y venir. La Seconde Guerre mondiale va pour le Japon s'achever sur Hiroshima et Nagasaki. À ce moment-là, lorsque nous sommes en août 1945, il est évident que les Japonais vont se retirer de l'Indochine, que l'Indochine va devenir un État indépendant, puisque déjà Ho Chi Minh a organisé la République vietnamienne. Mais le général de Gaulle ne veut pas en rester là, et alors que Hiroshima et Nagasaki ont fait les dégâts que nous savons, quelques jours plus tard, le 15 août, le Japon capitule. C'est à ce moment-là, en septembre 1945, que
Sous sa seule autorité, le général de Gaulle va envoyer un corps expéditionnaire en Indochine. Il suffit de consulter les documents d'époque pour constater qu'il agit ainsi en contradiction totale avec l'ensemble des personnes qu'il a eu l'occasion de consulter en France. Cette guerre d'Indochine va se poursuivre après le départ du général de Gaulle en janvier 1946 parce que le principal responsable militaire, Thierry d'Argentlieu, continuera à venir prendre des ordres chez le général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, alors que pourtant, dans ces temps de continuation du conflit, ce sont les socialistes qui sont au gouvernement en charge de ce genre de questions. La défaite de Dien Bien Phu qui va survenir en 1954 est la défaite personnelle du général de Gaulle, puisque cette guerre en Indochine a été engagée sans qu'aucun but soit fixé, c'est-à-dire que c'était tout et n'importe quoi. Le résultat aura été pour la France la mort de 35 000 soldats, à quoi s'ajoutent 105 000 blessés. Et puis, comme nous le savons, les accords qui interviennent à la fin de cette guerre, du point de vue français en 1954, vont ouvrir la voie aux Américains pour ce que l'on va appeler ensuite la guerre du Vietnam, mais c'était bien la même. De Gaulle porte l'entière responsabilité de la guerre d'Indochine et de la guerre du Vietnam. Pour en finir avec ces questions plus que douloureuses, il importe de bien faire saisir quelle était la conception que le général de Gaulle se faisait de l'usage de l'arme atomique. En effet, de Gaulle est le promoteur de l'usage national de l'arme atomique. Il a eu un rôle essentiel à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans l'attribution aux Américains de l'utilisation de l'arme atomique au Japon. La question qui se trouvait posée à cette époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale consistait à savoir si l'arme atomique pouvait échapper au contrôle international. Évidemment, pour les États-Unis, l'arme atomique devait entrer dans leur arsenal. Le général de Gaulle a permis, pour ce qui concernait la France, aux Américains d'accaparer cet outil terrible. Et lui-même, que pensait-il de ce que les Américains auraient dû faire, par exemple, lorsqu'ils étaient en Corée, relativement à la Chine, qui depuis 1949 était la Chine de Mao. Nous allons nous tourner cette fois-ci vers le journaliste qui aura le plus pratiqué, pourrait-on dire, Charles de Gaulle, Jean-Raymond Tournoux, qui
nous explique ce que le général a bien voulu lui dire dans un entretien qui date du 10 mars 1954. Voici De Gaulle, selon Jean-Raymond Tournoux, je cite: « La guerre aurait pu éclater en Corée au moment de l'affaire MacArthur, mais les Américains ne sont pas des guerriers. Ils n'ont pas fait la guerre. À défaut, on se rabat sur le macartisme. Si l'Amérique, en 1951, avait écouté MacArthur et l'eût gagné la guerre en Asie, elle était seule à disposer de bombes atomiques. Lorsqu'on est un colosse, on fait la guerre, ou bien on s'assoit dans un fauteuil pour fumer sa pipe et regarder la télévision. C'est ce que font les Américains. » Voilà. Comptons que chaque seconde que nous vivons en tant que Françaises et Français se trouve corrompu par ce sang d'hier, d'aujourd'hui et de demain.